Le plus beau des cadeaux, offert au crépuscule de l'existence, peut-il se transformer en une sentence de mort? Et si le miracle tant attendu par des millions de personnes devenait une malédiction pour une seule famille? Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire poignante d'une femme de 56 ans, dont la grossesse inattendue a déclenché une série d'événements tragiques. C'est l'histoire d'une trahison dévastatrice de la part de l'être le plus cher, d'un esprit brisé par le chagrin et d'un serment prononcé sur une tombe fraîchement creusée, un serment qui a tout changé. Préparez-vous, ce que vous êtes sur le point d'entendre vous fera porter un nouveau regard sur la force de l'esprit humain et le prix de la rédemption. Le premier coup du destin frappa Colette soudainement, au milieu de ses plates-bandes, parmi l'odeur de terre humide. Une décharge brûlante lui transperça le dos, forçant cette femme de 56 ans à s'effondrer sur les genoux. Une douleur étrangère et maligne s'enroula en un nœud serré dans le bas de son ventre, lui arrachant un gémissement étouffé. C'était unlike anything she had known. Son corps, instrument loyal et familier tout au long de sa vie, était soudain devenu un territoire hostile et inconnu. Le soir, lorsque son mari Marcel, un homme de règles strictes et de logique terre-à-terre, la trouva pâle sur le canapé, il se contenta de froncer les sourcils. « Quelle sornette! La mort vient en silence, elle dessèche. Toi, tu fleuris, tu ne dépéris pas, tu as pris du poids, tu as bonne mine. » Ces mots, destinés à la rassurer, la frappèrent de plein fouet. Il ne voyait pas la terreur dans ses yeux, ne sentait pas son monde se désagréger. La visite chez Florence, la jeune infirmière, aurait dû apporter des éclaircissements. Et elle les apporta, une clarté assourdissante, comme un coup de tonnerre. Après l'examen et l'étude des analyses, Florence, sans lever les yeux, prononça des mots qui coupèrent la vie de Colette en deux. « Madame Colette, vous n'avez aucune maladie mortelle. Vous êtes enceinte, presque 4 mois, et il y en a 2. » L'air du cabinet devint épais, visqueux. Colette resta pétrifiée, regardant l'infirmière d'un œil vide. Enceinte, à 56 ans, 2 jumeaux. Cela ressemblait à une blague cruelle et absurde, au délire d'une folle. « C'est une erreur, murmura-t-elle, mais le ton glacial de Florence ne laissait aucune place à l'espoir. « Aucune erreur, c'est un cas sur 1 million, et c'est le vôtre. » Elle ne se rappela pas être sortie du dispensaire. Le monde s'était transformé en une tache floue et hostile. Les rues du village qu'elle connaissait pierre par pierre semblaient désormais être le décor de son propre cauchemar. Devant elle se profilait le pont enjambant la rivière sombre et paresseuse. L'idée lui vint naturellement, froide, tranchante et salvatrice. Un pas, un seul, et la honte, la peur, ce fardeau impensable, tout disparaîtrait dans l'eau indifférente. Le métal froid de la balustrade lui brûla les paumes. En bas, dans le miroir plombé, se reflétait le ciel gris. Encore une seconde, un dernier effort, et soudain le silence fut déchiré par un cri rauque, inhumain. C'était Marcel. Il l'avait vu, il avait tout compris. Dans sa voix se mêlaient l'horreur, le désespoir et une prise de conscience tardive. Il accourut, la saisit par les épaules, l'arracha du bord. Il l'étreignit, tremblante, et à cet instant, il comprit. Leur monde familier s'était effondré, irrévocablement, pour eux deux. Le deuxième coup, dévastateur, vint de leur fille adulte Sophie. Pendant plusieurs mois, Colette et Marcel avaient vécu dans un calme fragile et tendu, cachant leurs secrets au monde entier. Ils apprenaient à respirer de nouveau, s'habituant à l'idée que leur vieillesse tranquille était annulée. Mais ce dimanche-là, alors que le ventre de Colette ne pouvait plus être dissimulé sous des vêtements amples, le téléphone sonna. Sophie entra dans la maison, comme toujours, un mélange de vivacité ostentatoire, de parfums coûteux et d'une affection filiale apprise. « Salut, papa, je ne reste pas longtemps, j'ai besoin de votre aide, » lança-t-elle, embrassant négligemment son père sur la joue. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur sa mère. 1 seconde, 2. Le sourire sur le visage de Sophie se figea, puis s'estompa lentement comme de la cire fondante. Ses yeux, qui brillaient un instant plus tôt d'une chaleur feinte, se plissèrent, se transformant en 2 fentes glaciales. Elle regardait le ventre arrondi de Colette, et son visage se mua en un masque d'aversion d'une pâleur mortelle. « C'est quoi encore ?» siffla-t-elle,
et sa voix résonna d'un son métallique. « Qu'est-ce que tu es vieille, tu as complètement perdu la tête? N'ose pas parler à ta mère de cette façon !» explosa Marcel, protégeant sa femme. Mais Sophie était inarrêtable. Elle repoussa son père d'un revers de main, comme une mouche agaçante. « Et toi, tu t'y mets aussi ?» lança-t-elle avec venin. « Il serait temps de penser à l'éternité, et vous décidez de faire des enfants. Quelle honte! Ne me mettez pas de fardeau supplémentaire. J'ai ma propre vie à construire, pas à m'occuper de vos bâtards. » Chaque mot frappait Colette de plein fouet, lui coupant le souffle. Elle regardait sa fille, ce beau visage malveillant, et ne la reconnaissait plus. Une pensée traversa son esprit. « Nous avons réchauffé une vipère en notre sein. » Elle voulut dire quelque chose, objecter, mais n'y parvint pas. Soudain, un étau glacial de douleur lui serra l'abdomen. C'était si insupportable, si aigu, qu'elle eut un voile devant les yeux. Son corps brûlait de l'intérieur. Colette hurla, s'accrochant au mur de la main, et commença lentement à glisser au sol comme fauchée. « Marcel, je me sens mal. Appelle les urgences !» haleta-t-elle en perdant connaissance. L'homme se précipita vers elle, horrifié, son visage déformé par la peur. « Mais c'est trop tôt, le terme n'est pas arrivé, » balbutia-t-il, désemparé, essayant de composer le numéro avec des mains tremblantes. Colette hurla de nouveau, et ce cri plein d'une douleur inhumaine noya tous les autres sons de la maison, annonciateur d'une catastrophe inéluctable. Le troisième acte de la tragédie se joua sous la lumière froide des lampes de la salle d'opération. Le trajet jusqu'à l'hôpital de la ville fut une tâche floue d'horreur. Sur la civière, juste devant les portes du bloc opératoire, Colette reprit conscience un instant. Ses yeux, emplis d'une douleur terne, trouvèrent le visage de son mari. « Prends soin d'eux, Marcel, ne les abandonne pas. » expira-t-elle, et sa main glissa sans force de la sienne. Le temps s'arrêta pour Marcel. Il se transforma en une masse épaisse et collante de peur. Lui, homme étranger au monde médical, ne comprenait qu'une chose, les bébés naîtraient trop tôt. 7 mois, ce mot sonnait comme un verdict. Derrière le mur, les médecins luttaient pour 3 vies. L'opération fut un succès, et 2 corps minuscules et ridés virent le jour, s'accrochant à peine à la vie. « Et pourquoi a-t-elle fait ça à 56 ans, complètement folle ?» lâcha le jeune chirurgien en retirant ses gants. « Et les enfants, s'ils survivent, auront des pathologies, pas besoin d'être devins, » acquiesça son collègue. Ils ne remarquèrent pas que, pendant quelques secondes, Colette avait émergé de son inconscience. Elle avait entendu, elle avait tout compris, et à cet instant, son corps, son organisme tourmenté, refusa simplement de se battre. Les moniteurs émirent un bip continu, la ligne de la mort. 28 minutes plus tard, le cœur de Colette s'arrêta pour toujours. La nouvelle du décès de sa femme et le terrible diagnostic des bébés, l'une des filles souffrait d'une malformation cardiaque très grave, l'autre ne voyait presque rien, anéantir Marcel. Son cerveau, incapable de supporter la réalité, l'éteignit simplement. Lorsque Sophie, quelques jours plus tard, vint lui parler des funérailles, elle trouva son père souriant, fixant la fenêtre. « Papa, il faut enterrer maman » commença-t-elle nerveusement. Marcel se retourna et une joie claire enfantine brillait dans ses yeux. « Sophie, de quoi parles-tu, ma fille? Maman est partie chez mamie en visite. Elle reviendra bientôt. Regarde plutôt le beau soleil dehors. Va te promener. Bientôt l'école reprendra. Tu n'auras plus le temps. » Sophie le regarda avec horreur. Il n'était plus là. Il était ailleurs, dans le passé, là où ils étaient tout jeunes et heureux. Ne ressentant ni culpabilité ni pitié, Sophie fit froidement et avec calcul ce qu'elle jugeait nécessaire. Elle se rendit à l'hôpital et signa l'acte officiel d'abandon des sœurs nouveau-nées. Le fardeau était levé, le problème résolu. Aux funérailles de Colette, tout le village était réuni. Seule sa famille n'était pas avec elle en ce dernier instant. Sophie se tenait à l'écart, craignant d'approcher du cercueil. Marcel n'était jamais venu, continuant de vivre dans son monde imaginaire. Lorsque les mottes de terre frappèrent lourdement le couvercle du cercueil, le silence du cimetière fut déchiré par un sanglot solitaire et désespéré. C'était Florence, la même infirmière. Elle tomba à genoux devant la tombe fraîchement creusée sous une pluie glaciale, ne blâmant qu'elle-même. « Je n'ai pas veillé, je n'ai pas suivi. Pardonne-moi, Colette, si tu peux, » murmura-t-elle, et soudain une révélation la frappa. Elle tressaillit,
leva son visage baigné de larmes vers le ciel sombre et prononça, comme un serment, « Je rachèterai ma faute, je trouverai tes filles, je les élèverai et les éduquerai, quoi qu'il m'en coûte. Elles vivront, pour elles et pour toi, je le promets. » Le serment de Florence prononcé sous la pluie froide devint son feu et son sens. Elle n'attendit pas. Ayant appris que Sophie avait signé le refus, elle se précipita à la pouponnière où les filles avaient été temporairement placées. Le bureau de la directrice était un bastion glacial de logique indifférente. La femme derrière le bureau, les yeux fatigués et la posture rigide, écouta Florence sans l'ombre d'une compassion. « Mademoiselle, êtes-vous saine d'esprit ?» Sa voix était sèche comme une feuille d'automne. « Vous êtes une femme célibataire, une infirmière avec un salaire de misère. Comment comptez-vous subvenir aux besoins de 2 enfants gravement malades? Elles auront besoin d'opérations, de rééducation qui coûtent une fortune. » Chacun de ces mots était un clou dans le cercueil de l'espoir de Florence. « Mais j'ai donné ma parole. » tenta-t-elle d'objecter. La directrice l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir. « Vos paroles ne les guériront pas. Et puis, vous êtes en retard. Une famille d'adoption a déjà été trouvée pour elle. Des gens très aisés, dignes de confiance. Ils apportent les derniers documents aujourd'hui. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit doucement et un couple entra dans le cabinet. Un homme et une femme d'une 50aine d'années, au visage où se lisait une tristesse silencieuse et un espoir timide. En voyant le dossier dans leurs mains, Florence comprit que c'était la fin, ou la dernière chance, et alors elle éclata. Elle se leva d'un bond, ignorant le regard furieux de la directrice, et s'adressa au couple. Un flot de mots s'échappa d'elle, ardent, désespéré, sincère. Elle raconta tout, à propos de Colette, de sa peur et de sa honte, de la cruauté de sa propre fille, de son mari fou de chagrin. Elle parla de sa culpabilité et du serment prononcé sur la tombe, le seul qui la maintenait en vie. Elle ne demandait pas, elle suppliait. L'homme et la femme, Étienne et Hélène, l'écoutèrent, et leur calme maîtrisé se fissurait à vue d'œil. Lorsque Florence se tut, épuisée, un silence assourdissant régna dans le cabinet. Étienne la regarda longuement, puis regarda sa femme, et une décision apparut dans ses yeux. « Nous ne renoncerons pas aux filles, » déclara-t-il fermement. « Nous paierons toutes les opérations, nous leur offrirons le meilleur que l'argent puisse acheter. Mais vous, » il marqua une pause, « vous leur donnerez ce qui ne s'achète pas. Nous ne vous offrons pas un poste de nounou, nous vous proposons de devenir leur seconde mère, de vivre avec nous, d'être toujours à leur côté. » 18 ans s'écoulèrent comme un éclair tissé de nuits blanches, de couloirs d'hôpitaux, de petites victoires et d'un amour infini. L'argent d'Étienne et d'Hélène fit des miracles médicaux. L'amour de Florence fit le miracle de l'âme. Les filles, nommées Clara et Léa, grandirent. La malformation cardiaque et les problèmes de vue étaient du passé, vaincus par les meilleurs médecins et une attention maternelle. Florence ne se maria jamais. Elle n'avait pas besoin d'une autre famille, elle avait la sienne, et le jour le plus heureux de sa vie fut celui où Clara et Léa, devenues adultes, l'enlacèrent le jour de leur majorité et lui dirent doucement « Merci pour tout, maman ». Ce soir-là, regardant le ciel étoilé insondable, Florence sourit. « Tu vois, Colette, j'ai tenu ma promesse, tes filles sont heureuses, maintenant tu peux être en paix là-haut. Et moi, je suis heureuse ici. Un jour, nous nous reverrons, c'est certain, je le promets. »